Le libéralisme a la tendance pernicieuse de se transformer bien souvent en un atomisme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une société, mais d'un ensemble d'individus qui, séparés les uns des autres, peuvent former une société. Cela ne tient pas debout, n'est-ce pas? Peut-on se demander si le libéralisme peut coexister avec la morale? Pour cela, il faut d'abord définir la morale, et pour cela, il faut d'abord répondre à la question de savoir si la morale existe. Qu'est-ce que la morale? Eh bien, il faut faire une distinction entre la morale et l'éthique, car ce sont deux termes qui très souvent ont tendance à être confondus. La morale est l'ensemble des usages, des traditions et des coutumes qui prévalent dans une société. L'éthique, c'est la capacité individuelle que nous avons, nous les êtres humains, de réfléchir sur la morale, n'est-ce pas? La morale, en Espagne, ce sont les corridas, quelque chose qui, par exemple, dans d'autres pays, serait considéré comme immoral ou comme amoral s'il n'y a pas de jugement sur la tauromachie, n'est-ce pas? Nos éthiques peuvent nous mener à des conclusions différentes sur la morale et la tauromachie, n'est-ce pas? Sachant que la morale instaure la tauromachie en Espagne, eh bien, tu pourrais avoir une meilleure considération de la tauromachie ou une moins bonne, n'est-ce pas? Mais la morale, c'est celle qui existe. La morale me paraît difficilement compatible avec le libéralisme fondé sur un individualisme atomiste. Pourquoi? Eh bien parce qu'un individu à qui l'on reconnaît n'importe quel type de garantie, n'importe quel type d'autonomie, peut s'opposer à la morale d'une nation. Un individu peut renier les valeurs chrétiennes qui ont toujours prévalu dans l'histoire de l'Occident. On peut admettre qu'une personne soit agnostique ou athée. Cela relève davantage de la liberté de croyance religieuse que de la morale. Tu ne peux pas détruire les valeurs fondatrices de ta société. Tu ne peux pas remettre en cause les valeurs qui t'ont permis de devenir ce que tu es. Le libéralisme ne considère pas cela, n'est-ce pas? Un autre problème, selon moi, est qu'il a mené à la mondialisation et au globalisme actuel. Qu'est-ce que la mondialisation? En termes économiques, c'est le résultat d'un capitalisme très accéléré qui place l'idéologie du consumérisme au-dessus de toute forme d'évaluation subjective que nous, citoyens, pouvons faire de ce qu'est une construction nationale. Sur le plan moral, la mondialisation détruit l'identité nationale. Je vais te donner un exemple pour illustrer cela, d'accord? En 1933, la signature de la Convention de Montevideo a eu lieu. La Convention de Montevideo a été pertinente du point de vue du droit international parce qu'elle a établi la définition de ce qu'est une nation, de ce qu'est un pays de façon générale, n'est-ce pas? Et dans cette définition, dans la Convention de Montevideo de 1933, il a été dit que la nation était la somme de 4 éléments. Une population sur un territoire contrôlé par un gouvernement doté de la capacité juridique de conclure des accords avec d'autres États souverains, n'est-ce pas? Ceci est une définition positiviste et aseptisée qui part du principe que la nation n'est que population, territoire, gouvernement et capacité. C'est faux. La nation a un 5e élément qui est l'identité. C'est sa culture. Réduire une nation à sa population, son territoire, son gouvernement et sa capacité, c'est comme te réduire, Jota, à de la chair et des os. Non, Jota et moi sommes plus que cela. Je suis un ADN, une personne, un esprit, un tempérament, une façon d'être, quelque chose qui me distingue des autres. Le globalisme vise ce 5e pilier, l'âme et l'identité des nations, en imposant la culture woke comme nouvelle religion du XXIe siècle. Ne nous trompons pas, la culture woke, qui est aujourd'hui adoptée par la gauche, est le résultat d'une mondialisation issue d'un libéralisme sauvage dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que cette gauche qui se dit marxiste, cette gauche qui prétend être révolutionnaire et aller contre le statu quo, est en réalité ce qu'il y a de plus réactionnaire. La gauche que nous avons aujourd'hui au Parlement n'est pas marxiste. Ce n'est pas une gauche communiste, c'est une gauche post-néolibérale. Il ne parle pas de détruire le capitalisme, il parle de le dépasser. Selon les personnes, certains prônent la décroissance, d'autres la social-démocratie. Mais tous s'appuient sur le libéralisme et c'est là le problème. Le conservatisme doit s'opposer à l'idée que la morale n'existe pas ou doit être remplacée. Pourquoi considères-tu que le mot identité a aujourd'hui des connotations aussi extrêmement négatives? C'est une bonne question. Je pense que tout vient de l'agenda 2030. Nous devons réfléchir à cela ici. L'agenda 2030, qu'est-ce que c'est en termes politiques? C'est un plan. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est simplement un plan, une stratégie à laquelle doivent converger tous les pays des Nations Unies, qui l'ont approuvé à l'unanimité en 2015. Les 193 pays des Nations Unies. Au niveau moral, c'est une religion politique qui, en tant que nouvelle religion politique, cherche à détruire toute trace de civilisation antérieure pour promettre une nouvelle civilisation. Toutefois, c'est une religion politique qui diffère fondamentalement des autres religions abrahamiques. Et c'est que, l'agenda 2030, contrairement au christianisme, au judaïsme ou à l'islam, vous n'avez pas la possibilité de décider si vous voulez professer cette foi ou non. Vous devez vous y conformer par impératif légal. Si cela ne vous plaît pas, désolé, mais c'est ce que nous avons aujourd'hui.
C'est la promesse du transhumanisme, c'est promettre à nouveau cette idée d'un surmoi, d'un être humain qui peut coexister au-delà de ses frontières et au-delà même de l'idée de société et de nation, n'est-ce pas? Alors, cela a pour effet de dynamiter l'identité des nations. Ceci est fait si habilement que même les nations croient qu'il est mauvais d'avoir une identité propre. Une façon de l'illustrer est, par exemple, ce qui se passe lorsque l'Espagne entre dans l'Union européenne, n'est-ce pas? Lorsque l'Espagne entre dans l'Union européenne, elle cède une partie de sa souveraineté afin que tout cela puisse faire partie d'un organisme supranational, n'est-ce pas? Cet organisme supranational légifère sur certaines conditions ou compétences que l'État espagnol possédait auparavant en tant que souverain et qui sont désormais détenues par une organisation dont le siège se trouve à Bruxelles, un autre à Luxembourg, un autre à Strasbourg, un autre à Francfort, sans savoir ce qui se passe en Espagne. C'est un énorme problème. Que notre politique monétaire soit entre les mains de messieurs de Francfort constitue une atteinte grave. C'est une atteinte à la souveraineté des nations, car la politique économique d'un pays repose sur la politique fiscale et la politique monétaire. Sans politique monétaire, seule la politique fiscale reste pour l'économie. C'est un immense problème, non? Alors, je pense que le tort causé à l'idée d'identité provient directement de la culture woke, qui est, la manifestation ou la matérialisation de l'agenda 2030 qui, bien sûr, s'occupe de dynamiter constamment ce cinquième élément de chaque nation, qui est sa propre identité. Non seulement de le dynamiter, mais aussi de nier l'importance qu'il a au moment de la définir. Claro. C'est pour le moins préoccupant. La réalité, c'est que je suis aussi tout à fait d'accord avec la vision que tu exposes ici, à savoir que l'identité est même plus importante que le territoire. Parce que je dis, si en Espagne, sur ce morceau de territoire, tu enlèves les Espagnols et tu y installes 50 millions de Chinois, est-ce que c'est l'Espagne ou est-ce que c'est la Chine? Bien sûr, effectivement, oui, n'est-ce pas? Et tu sais quel est le problème? C'est que la démocratie le permet. Notre système démocratique, je ne sais pas si tu voudras approfondir un peu plus ce sujet plus tard, permet que cela se produise, n'est-ce pas? Je recommande à tous de lire le roman Soumission de Michel Houellebecq, initialement dystopique, mais qui, selon moi, reflète de plus en plus la réalité du XXIe siècle. Comme dans les romans dystopiques, Comme dans de nombreux romans dystopiques, non? Je pense qu'on utilisera ce livre dans des siècles pour étudier l'histoire, comme un roman prémonitoire de ce que nous avions sous les yeux sans jamais le voir, n'est-ce pas? Effectivement, ce que tu dis, tu l'as très bien expliqué. Aujourd'hui, on pourrait imaginer, prenons l'exemple des Chinois dont tu parlais, un parti qui serait une fraternité de personnes chinoises vivant en Espagne, n'est-ce pas? Imagine que ce parti, du fait de politiques natalistes profondément ancrées dans la culture chinoise, et d'une morale qui les pousse à avoir plus d'enfants et à se reproduire. En Espagne, il pourrait y avoir un jour 25 millions de Chinois ou d'origine chinoise et 25 millions d'Espagnols. Ce parti politique, cette fraternité chinoise regroupant 25 millions de Chinois en Espagne, aurait toutes les majorités pour changer la législation espagnole. Si l'Espagne change sa législation, même si nous faisons partie de la même population, nous ne pourrons jamais parler d'elle. Cela auquel nous faisons référence, même si nous avons un gouvernement, un territoire, des capacités et une population qui se trouve dans les coordonnées géopolitiques de ce qu'est l'Espagne, nous ne pourrons jamais parler de l'Espagne. Parce que ce cinquième élément que la Convention de Montevideo omet, qui a l'identité des nations, aura été détruit. C'est pourquoi, je le répète, la démocratie est un système totalement immoral. C'est absolument immoral, il n'y a pas de critère du bien et du mal. Le seul critère du bien et du mal dépend de ce que la majorité d'une population décide à chaque instant. C'est un énorme problème. Si la démocratie permet qu'on dynamite l'identité d'une nation, on ne peut pas l'accepter comme système valable.